Hello, Salut Néo, comment ça va? ça va, écoute, ça va. Bon, Je regarde, je vérifie juste ma coiffure parce que c'est un samedi matin, j'ai l'impression que c'est dimanche, tu vois, donc je voulais juste écoute, c'est vérifier. parfait. Écoute, je sais pas si c'est parfait, si c'est toujours une coiffure de confinement, mais merci pour l'invitation, j'espère que tu vas bien. Ben, ça va très bien, on est très content de t'avoir avec nous dans la causerie. Tous les samedis, on parle sport et confinement avec des personnalités. On a voulu ouvrir un petit peu le spectre aujourd'hui en parlant d'e-sport Ouais, avec toi. Donc encore une fois, merci. On rappelle que tu es donc Néo, le boss et le cofondateur de la Team Vitality, qui est la plus grosse team d'e-sport en France, dans le top 3 européen et dans le top 10 mondial, je dis pas de bêtises. c'est ça, c'est ça. On est Sobrement. plus On est là-dedans, donc déjà, première question, comment ça va et comment ça s'est passé pour toi cette période de confinement là, ces 2 mois? Écoute, ça va bien. La chance d'être en bonne santé, que mes proches aussi. La période de confinement, je pense que ça a été une période assez bizarre pour tout le monde. Après, côté e-sport, on a été impacté forcément comme tout le monde, hein. Je veux dire, le Covid-19, ça a été une sacrée saloperie, je pense, à l'échelle planétaire, rien de neuf. Ouais, Mais côté e-sport, c'est vrai que ben, nous, nos calendriers se sont pas forcément quoi, ils étaient toujours aussi chargés, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait plus les affrontements et les événements physiques, mais on avait ouais. autant de compétitions parce elles se sont jouées en ligne. C'est la beauté des jeux vidéo, hein. C'est-à-dire que quand tu peux pas forcément les jouer dans des stades ou devant du public, ben, tu peux les jouer en réseau, hein. C'est notre C'est ce que force. j'allais dire. Ça fait partie de ces disciplines là pendant le confinement où alors évidemment il n'y a pas les mêmes organisations, on peut pas faire ça dans des stades et devant du public, mais finalement l'e-sport ça fait partie de ces disciplines que tu joues donc chez toi et donc voilà en termes de jeu en tout cas le confinement a peut-être même accéléré les choses, non tu crois pas? Je pense que ça a accéléré des choses surtout sur la perception grand public, sur l'engouement des médias, sur l'engouement des sportifs traditionnels qui étaient des gamers et qui sont un peu sortis du placard. Alors j'aime pas trop cette expression, mais c'est marrant. Ils sont un peu sortis du placard en se disant, bah en fait finalement on peut rien foutre de nos journées parce qu'on est tous confinés. Ouais. Bah, c'est peut-être le moment justement de montrer que je suis passionné d'autre chose ou d'aller chercher des valeurs communes dans une autre discipline, quoi. Donc je pense que c'est là où le confinement a plutôt servi, on va dire, la visibilité et la cause de l'e-sport, même si, bon, j'aime pas vraiment utiliser ces termes-là parce que ça fait très opportuniste et assez vautour de se dire qu'on s'est un peu, on a grossi sur une crise sanitaire qui est une horreur, hein. Donc, Ouais. mais malheureusement, en fait, d'un point de vue marketing et d'un point de vue communication, oui, effectivement, ça a beaucoup servi. Après, l'e-sport, il faut pas oublier que c'est quand même avant tout des affrontements et des compétitions qui se jouent en physique, quoi. Il y a une Ouais. sorte de perception aussi du grand public qui ne comprend pas en fait que ça se joue pas que en ligne. C'est-à-dire que oui, nos entraînements sont en ligne, c'est-à-dire que là, quand on va s'entraîner contre telle ou telle équipe sur un match amical ou le prac, c'est-à-dire vraiment nos practices, ils vont se jouer depuis un endroit ou soit depuis la maison. Mais par contre, tout ce qui est compétition, c'est vraiment en physique, dans des arènes avec des dispositions. On peut faire le stade national de Séoul comme c'était le cas. On a fait le nid d'oiseau à Pékin dont 45 000 personnes. La Coratel Arena il n'y a pas longtemps avec 17 000 personnes sur des compétitions. Donc voilà, c'est du monde, c'est quelque chose de très physique et de très Ouais. réel et pas simplement virtuel. Ouais. On va parler avec toi d'e-sport évidemment et de toi. Juste pour être précis dès le départ, on va essayer d'être le plus grand public possible parce que c'est vrai que Je vais essayer, ouais. Ouais. c'est aussi un public d'initiés l'e-sport et tant mieux. Donc quand on suit un petit peu comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les codes, donc on va essayer quand même d'être le plus large possible. On va parler de toi Néo pour commencer, boss et cofondateur de Team Vitality. Donc je l'ai dit, la plus grosse team d'e-sport en France. T'as un peu moins de 30 ans. Comment on passe de joueurs de jeux vidéo, comme on l'est tous finalement, comme on l'est des millions de Français et de jeunes à travers le monde, comment on passe de joueurs de jeux vidéo à patron de sa propre structure d'e-sport et une structure justement hyper importante quoi. C'est une vaste question. Je pense que c'est déjà une question de Tu as 10 passion. secondes. Non, je plaisante. Oui. Alors, c'est impossible. Non, je pense que c'est déjà une question de passionné. C'est-à-dire que moi, je fais ça depuis que j'ai à peu près 12 ans. Moi, j'en ai 27, donc ça doit faire 15 ans que je suis un peu dans ce secteur-là. J'ai connu un peu toutes les périodes, hein. C'est-à-dire les périodes où il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient capables de se déplacer en France, où il y avait une sorte vraiment de flou artistique là-dedans. Moi, quand à 13 ou 14 ans, je dis à ma mère, je suis avignonnais de base, donc je suis du sud de la France, quand je dis à ma mère, il faut que je prenne le TGV qui coûte super cher, et il faut que j'aille faire une compétition qui est à Paris où il y a 4 équipes pour gagner une Xbox, et qu'au final tu te rends compte que ça te coûte un bras, Ouais. et juste pour rien gagner du tout, mais c'est ta passion.
même ma mère, à ce moment-là, se disait, ok, c'est chelou, mais bon, je vais l'accompagner, je vais voir ce qu'il en est. Et j'ai eu cette chance justement d'avoir un entourage qui était très ouvert d'esprit et qui stigmatisait pas un peu le jeu vidéo comme quelque chose de Ouais. négatif, quoi. Elle voyait pas ça comme quelque chose d'abrutissant qui me rendait pas du tout sociable, quoi. Elle voyait au Ouais. contraire Il faut le dire aussi, c'est que les jeunes ont cette image aujourd'hui de l'e-sport, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans des stades, dans des trucs assez, des vrais shows, mais il y a encore pas si longtemps que ça, c'était des mecs qui se réunissaient dans une cave, qui branchaient les unités centrales entre elles, et puis on gagnait un clavier à la ouais, fin, quoi. c'était des salles des fêtes, c'était des cybercafés à Châtelet, c'était des choses comme ça. Mais c'était une autre époque, mais nous on est un peu nostalgique de cette époque parce que tu sais, on a toujours ce refuge du passé qui Ouais. dit on Même on était a l'impression que c'était c'était il y a mieux 30 avant. ans, c'était il y a pas si longtemps que ça, quoi. Ouais, ouais, non, c'était pas, je te dis, peut-être il y a 10 15 quoi, peut-être plus 15 ans que 10 ans, quoi, mais c'était à peu près, c'était les débuts, quoi, et c'est ça aussi qui rendait les choses un peu magiques, quoi, parce que il y avait pas tout ça, quoi, c'était le début des réseaux sociaux, il y avait encore vachement de craintes vis-à-vis d'Internet, quoi, c'est-à-dire que tu donnais pas tes informations privées, tu vois, il y avait plein de choses comme ça qui Ouais. maintenant nous sont déconnants, tu vois, parce que maintenant tu prends un Uber et tu prends un truc sur Internet, t'achètes sur Internet et t'es en voiture avec un inconnu, mais ça, il y a 15 ans, tes parents ils t'auraient dit, mais t'es malade, ne donne jamais ton nom, ton prénom, n'achète rien sur Internet, ne rencontre pas un inconnu sur Internet. Donc ouais, c'était une autre époque, mais ouais, c'était excitant et puis c'était aussi, on était jeunes, donc on était vraiment passionnés de ce truc-là. Et je pense que c'est à ce moment-là que je dirais pas qu'on a eu du flair, mais qu'en fait, nous, moi, je faisais du sport à côté. Les personnes qui faisaient de l'e-sport faisaient du sport à côté. On a tous retrouvé un peu ces sensations-là de la compétition. Moi, je faisais des compétitions de judo régulièrement. Et en fait, on a eu cette adrénaline-là et tout de suite, en fait, on l'a assimilé à ça. Et dans notre tête, en fait, à ce moment-là, même si on est persuadé et on est un peu gêné parce que tu vois, tu imagines bien au collège, tu dis, je fais des compétitions de jeux vidéo, les mecs te regardent bizarre, quoi. Mais tout le monde était vraiment persuadé que finalement c'était la même chose, quoi. C'était comme si on faisait du tennis, on faisait du football ou on faisait du rugby, quoi. Donc tout est parti de là, quoi. Et après derrière c'est juste une passion qui a grandi et plus en grandissant on s'est dit mais en fait on peut en vivre peut-être, quoi, parce que ça Ouais. commence à avoir une médiatisation, il y a des sponsors qui s'y intéressent, il y a plein de gens qui sont là et Et t'as qui senti très vite qu'il y avait vraiment un truc qui se passait avec l'e-sport? très très vite non, parce que je te dis moi j'ai commencé après, c'est vers 18-19 ans. J'ai eu la chance d'avoir fait des études en audiovisuel et j'ai fait un stage très vite dans une boîte de prod qui s'appelle Cabot Productions. Donc je me suis retrouvé stagiaire sur les séries Scènes de ménage un peu par hasard. Donc c'était cool parce que en plus ça cartonnait à ce moment-là. Ouais. Et moi, je faisais de l'e-sport en parallèle de ce stage parce que moi, mon ambition première, c'était de travailler dans les médias, quoi. C'était d'être monteur ou d'être scénariste ou d'être réalisateur. Et j'avais commencé donc à mettre un petit orteil là-dedans avec ce stage. Et à ce moment-là, en fait, j'ai aucune envie et aucune ambition entrepreneuriale ou de me dire qu'en fait, l'e-sport va me faire vivre. Pour moi, c'est un à côté, quoi. J'ai D'accord. mon taf de tous les jours et je vais me faire kiffer, aller faire mes compétitions ou les entraînements le soir. Et je le vois vraiment comme ça. Et c'est la rencontre avec mon autre associé, Nicolas, qui était le chef menteur sur une autre série d'M6 qui s'appelait En Famille, qui lui, justement, a commencé à s'intéresser à ce que je faisais, essayer de comprendre pourquoi j'arrivais le lundi avec des cernes jusque-là. Et c'est lui, en fait, qui a vu le potentiel là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, moi, bien sûr que j'étais convaincu que ça allait exploser, que ça allait être un truc de dingue, mais je me suis jamais posé une seule seconde la question de me dire que j'allais devenir entrepreneur, que j'allais faire des levées de fonds, que j'allais en vivre convenablement. Et c'est lui qui a fait, en fait, qui a planté cette graine, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'à 18-19 ans, j'ai cette réflexion. Mais de moi-même, en fait, je l'aurais jamais eu parce que j'étais comme la plupart des gamins à 18-19 ans, tu commences dans la vie active, t'es un peu phobique administratif, tu vois, genre déclarer tes impôts, c'est déjà le Ah oui. donc je l'aurais jamais vraiment fait, quoi. Donc c'est vraiment à lui aussi que je le dois énormément ce déclic-là. Maintenant, après l'entrepreneuriat, ça a été vraiment mon deuxième amour et je pense que c'est Ouais. comme ça que après ça, après ces événements, après ces discussions, cette opportunité qu'on s'est dit mortel, quoi. On y va et on va essayer de faire le meilleur truc possible parce que quand on se fait quelque chose, c'est toujours mieux d'y aller à 2000%, quoi. C'est ça. Et après, c'était parti pour la Team Vitality. Alors, si vous avez des questions pour Néo, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On est ensemble jusqu'à à peu près 11h30. Juste, donc voilà, vous lancez la team avec Nicolas. Ouais. Gotaga arrive dans l'histoire. C'est les premières compétitions. Et est-ce que le déclic vraiment de se dire, il y a un truc à faire, c'est le premier titre, en fait, c'est celui de champion de France avec sur Call of. Le champion de France sur Call of, c'est ça qui nous montre que en fait ça va exploser, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on le savait Et parce là, qu'il y tu a t'es rendu compte qu'il y a un truc à faire pour la Team ouais. Vitality, mais pour l'e-sport en général.
Ouais, non, mais c'est clair. Et puis même en ce moment-là, on est convaincu en fait c'est ça qu'on veut faire, quoi. C'est-à-dire que même moi, je le faisais au début en me disant bon, bah, c'est cool, je vais peut-être trouver. En fait, je le voyais même pas comme potentiellement un métier pour moi parce que j'étais plus dans l'optique de si j'ai des ressources ou des choses comme ça, c'est pour mes joueurs parce que mes joueurs n'en vivaient pas. Et donc moi, je me suis dit bah j'ai des sponsors, je fais monter le truc, etc. Je donne tout à mes joueurs, ils aient un salaire, ils aient les meilleures conditions et c'était l'optique, quoi. J'ai mis très longtemps à me rémunérer. J'ai mis quasiment 3 ans à me rémunérer. Ou à créer mon propre job, j'ai envie de te dire. Mhm. Mais après 2013, en fait, justement, ce championnat de France, il y a 3500 personnes qui viennent. Et il y a une ambiance de fou parce qu'en fait, tu te rends compte que les 3500 personnes, elles sont pour nous. Alors, c'est sûr parce qu'on a Gotaga. Gotaga qui est déjà un youtubeur de ouf à ce moment-là. Ouais. Et donc, forcément, c'est sûr que tu vas avoir plus de facilité à avoir la foule avec toi, quoi. Mais là, en fait, vraiment, bon, on gagne assez, je dirais pas assez facilement, mais on gagne avec la manière. Et en fait, l'ambiance était tellement magique, c'était tellement une parenthèse enchantée hors du temps. Il y avait tellement de trucs, vraiment, mais tellement spontanés, bref, c'est indescriptible, quoi. Et à ce Mhm. moment-là, on est tous sortis de scène après avoir soulevé le trophée, qui était une coupe Décathlon dégueulasse au passage. J'ai rien contre Décathlon, hein, mais c'était vraiment pas. Maintenant, elles ont une autre gueule, les coupes d'e-sport, quand même. Ouais, ouais, c'est clair. Putain, je suis dégoûté parce que quand on gagnait des jolis titres, des trucs comme ça, etc. Là, pour notre vitrine à Vive, j'aurais adoré avoir des belles coupes de ouf. Et en fait, tu te rends compte que dans les années, en début des années 2010, la gueule des coupes, c'était terrible, quoi. Et en fait, bah, on sort et on se regarde tous et on se dit, putain, mais en fait, c'est ça qu'on veut faire, quoi. En fait, même moi, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, si demain je peux tout couper, tout arrêter, bah, je le fais, quoi. Parce que vraiment, c'est indescriptible l'adrénaline. Bon, l'adrénaline de la victoire, c'est ouf. Mais avec une communion, avec un engouement, avec un amour populaire, c'est juste insane, quoi. Donc vraiment là, on s'est tous dit, ok, bah franchement, si on passe à côté de ça, à côté de cette opportunité, de cette chance qu'on nous offre, hein, parce que eh ben c'est vraiment qu'on est des giga débiles, hein, on va pas se le dire, hein. Ouais. Après, il y a ce truc aussi, c'est que toi, à la base, t'es un joueur, mais tu t'es très vite dirigé vers le truc d'entraîneur et d'encadreur de joueurs, en fait, finalement. T'as très vite arrêté de jouer, en tout cas en compète. Ouais, non, moi j'ai commencé forcément comme tout le monde, c'est-à-dire que quand tu penses à l'e-sport, quand tu penses aux jeux vidéo, tu penses forcément à être joueur, tu sais, c'est comme au foot, hein. Il y en a très peu qui veulent être Giroud, hein, ils veulent tous être Ronaldo, quoi. C'est peut-être C'est mais ça. c'est genre tout le monde c'est pareil, hein, c'est normal. L'industrie starifie les joueurs et on a la sensation que peut-être que c'est aussi le seul débouché viable. Mais à cette époque-là, moi, quand je commence à jouer vraiment à 15-16 ans, quoi, je vois déjà que j'ai des limites, quoi. Mais vraiment, sauf qu'il y a personne pour me le dire, quoi. Dans le centre de formation, tu le vois, tu peux te Ouais. comparer. Dans l'e-sport, t'as pas vraiment de mode de comparaison, t'as pas de catégorie, t'as rien, t'as pas de championnat de France, t'as juste des petits tournois de temps en temps, une fois tous les 3 mois. Et moi, je me rends compte que, ben, pour être au niveau, il faut que je bosse, mais genre 10 fois plus que les autres. Et alors que je vois que mes potes, eux, ils sont pas sérieux, mais ils ont 4 fois mes aptitudes, quoi. Et c'est vraiment là, mais c'est là où vraiment je vois qu'il y a un QI sport, il y a un talent, il y a un truc qui est inné, quoi. Et c'est ça qui est aussi hyper noble. C'est-à-dire que tu as la sensation que bah, c'est facile de jouer aux jeux vidéo, que c'est accessible à tout le monde. En vrai, dans les faits, c'est vrai. Parce que tu as Internet, tu as une console chez toi, tu as un PC, la plupart des jeux sont gratuits, tu as une bonne connexion, tu peux jouer, tu vois, Fortnite l'a bien montré, quoi. N'importe qui peut gagner de l'argent, etc. Mais en vrai, il y a vraiment une grosse différence entre les top players, les très bons joueurs, les bons joueurs, les joueurs moyens. C'est vraiment, il y a un QI sport, quoi. Il y a un QI jeu Ouais. vidéo, il y a des aptitudes. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai le déclic en me disant, mais en fait, si je veux faire ça de ma vie, ça nécessite mais 15 fois plus de travail que les autres, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas ce talent de base que je peux compenser par le travail. Et puis je pense que j'avais aussi un problème perso, c'est que je suis quelqu'un de très émotif de base. En fait la pression et l'exigence que je me mettais à moi-même, ça avait tendance à me couper un peu les jambes. Ouais. Donc je pense que en Le fait mental. je me serais pas du tout épanoui en fait en tant que joueur, là où j'étais très en fait mature pour mon âge et capable d'avoir pas mal d'empathie et de comprendre finalement quand un joueur était dans le mal. Donc en fait finalement ma propre faiblesse, j'arrivais à la tourner comme un avantage si j'étais dans du coaching en fait. Alors que Et c'est vraiment bien d'avoir eu aussi la lucidité de t'en rendre compte et de te dire, il faut mieux que je me mette là-dessus non, plutôt que, tu sais, bah, d'être à fond dans le truc du joueur, quoi. je pense que j'aurais été malheureux, je pense sincèrement, parce que j'aurais joué énormément, je pense que j'aurais pas atteint mes objectifs ou suffisamment. Et en plus de ça, je pense que ça m'aurait créé beaucoup trop de stress. Donc j'étais vraiment pas armé pour devenir joueur pro, quoi. Donc très Ouais. vite, j'ai fait mon deuil là-dessus en me disant, il y a des gens qui ont tout ça, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont le mental, qui ont ces aptitudes, ce talent-là.
mais forcément, ils n'ont pas forcément de compréhension ou de supervision de ce qu'ils font. Et moi, c'est plutôt ça qui m'intéressait, quoi. C'était vraiment passer du temps avec les joueurs, organiser les trucs chiants, leur faciliter la vie, quoi. Et ça me donnait en fait ça donnait une fois, on va dire, ça donnait un avantage concurrentiel à l'équipe. Et en plus de ça, moi, ça me rendait un peu quelque part intouchable aussi à l'époque parce que j'étais le seul à le proposer, quoi. Donc Ouais. c'était le beurre et l'argent du beurre à mes yeux parce que je voulais m'investir dans cette communauté, mais je voulais pas, j'étais pas capable d'être sous les feux des projecteurs et être un top joueur, quoi. Donc ça a Ouais. été très, très vite acquis et je l'ai très bien vécu. Bah après, comme tu le dis, pour être un top player, il y a le talent de base, il y a le travail, et puis il y a aussi tout ce qu'il y a derrière, l'entraînement, l'hygiène de vie. Enfin, être un joueur d'e-sport aujourd'hui, il faut bien le dire aux gens peut-être qui connaissent pas bien le truc, c'est être un joueur de haut niveau sportif. Ah non, c'est sûr. Il y a tout derrière. C'est pas juste des gars qui jouent aux jeux vidéo. Il y a de l'entraînement et une hygiène de vie derrière. Ah non, là maintenant, c'est le jour et la nuit, hein, surtout comparé à ma génération. Hein. Nous, on faisait des fast-food 1 heure avant les compétitions, on était débiles. Hein. Donc là, maintenant, c'est cadré, il y a des routines alimentaires, il y a des préparateurs mentaux, il y a des kinés, de la récupération, du réveil musculaire. On a un directeur de la performance chez Vitality, c'est Thierry Astion, qui est le coach actuellement de Joe Wilfried Tsonga et de Richard Gasquet. On bosse avec Pierre Gauthier, qui est un des meilleurs préparateurs mentaux. Donc voilà, donc il y a plein de il y a plein de staff. Alors maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas les moyens d'un club de sport traditionnel et en plus de ça, on a encore par exemple sur CS:GO, c'est très difficile d'avoir des infrastructures fixes. On en a, hein. On a deux lieux aujourd'hui. On a un partenariat avec le Stade de France où on est la première équipe résidente du Stade de France. On a 350 mètres carrés là-bas où on peut entraîner les joueurs et on a 1000 mètres carrés au milieu de Paris, au 102 boulevard Sébastopol, où là en fait on a un espace café, cybercafé et shop. Donc on a des infrastructures physiques, mais par exemple pour CSGO, les mecs ont 30 à 34 semaines de déplacement par an. Donc en fait, on se voit pas encore les forcer par exemple à avoir un camp de base, quoi, ou de venir finalement comme par exemple sur le football où t'es convoqué à 9h30 pour le petit déjeuner, t'as temps d'entraînement jusqu'à midi et après derrière c'est quartier libre l'après-midi, des choses comme ça, quoi. On peut pas structurer encore ça parce que les calendriers sont tellement chargés, c'est tellement proche finalement du poker et du tennis que Ouais. encore des difficultés à trouver notre modèle parce qu'on est vraiment quelque chose d'hybride. Mais Après, quand il y a l'équipe de France de e-foot, dont tu as ouais, été sélectionneur, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, tu as été le Didier Deschamps de l'e-sport français. ouais. Il y a des structures qui se rapprochent un peu plus du sport traditionnel pour le coup là. Sur le e-foot, c'est plus facile parce que c'est de l'individuel, tu peux les avoir à demeure, ils ont pas beaucoup ils ont une compétition toutes les 2 semaines, 3 semaines, les joueurs FIFA. Donc tu peux faire un peu plus de choses. Le seul problème avec ces jeux-là, dont FIFA, c'est que c'est des scènes qui sont très jeunes et les joueurs sont pleins de mauvaises habitudes, ce qui est normal. C'est comme si aujourd'hui, tu vois, genre il y a des mecs qui à 21 ans ou 22 ans sont détectés et deviennent pros. Ils n'ont pas toute cette culture de l'éducateur, de respect du staff, Mmh. respect des consignes. Ils sont tous autodidactes, quoi. Donc ils sont bourrés de mauvaises habitudes. Donc c'est très difficile de faire changer ça, en fait. Donc ça fait partie des travails au quotidien, du travail au quotidien, c'est-à-dire de trouver des méthodes, soit récréatives, soit des choses juste intelligentes à faire pour que les joueurs cassent un peu leurs mauvaises habitudes, que ce soit alimentaire, de sommeil, de repos, de concentration, de rapport à la hiérarchie, pour se rapprocher du professionnel, donc du monde professionnel, quoi. Donc ça, c'est toute la difficulté, quoi. Sur le e-foot, on a eu la chance d'avoir des bootcamps, c'est-à-dire des bootcamps, c'est des sortes de stages de préparation. Mmh. Par exemple, juste avant le titre mondial, parce qu'on est la première équipe à avoir été champion du monde de l'histoire, donc c'est extraordinaire. On a gagné la première Coupe du Monde de l'histoire, ouais, c'est top, c'est un souvenir Non, mais incroyable. c'est énorme. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est un de mes plus beaux souvenirs aussi en tant que sportif, quoi. Mais tu vois, par exemple, là, on était dans le bâtiment des Espoirs à Clairefontaine et on a eu la visite justement d'un préparateur mental, d'un nutritionniste. On avait des entraînements qui étaient très stricts, très cadrés et c'était génial. Tu vois, on avait vraiment une semaine en totale où j'avais les clés du camion, du coffre, de la valise, de tout ce que je voulais, quoi. Ouais. Et j'avais un contrôle total sur les joueurs, sur le planning, sur ce qu'ils bouffaient, sur les heures de réveil, etc. Donc ça, c'était vraiment un super souvenir. Et ça, je remercie encore la FFF de nous avoir donné autant de moyens de disposition et surtout les joueurs d'avoir aussi été intelligents, en fait. Parce qu'il y en a plein Ouais. qui refusent ça. Donc sur une semaine, tu peux le durer. Maintenant, ce qui est plus difficile avec les joueurs, c'est de leur imposer ça sur 1 année, 2 années, surtout sur Ouais. cette génération. La génération qui va arriver là maintenant, les petits jeunes qui jouent, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils comprennent que il y a une carrière, qu'il y a des enjeux, qu'ils commencent à avoir des agents. Aujourd'hui, on peut faire carrière dans l'e-sport et gagner sa vie avec l'e-sport.
On peut très très bien gagner sa vie aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, c'est très pyramidal et c'est très élitiste, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est 0,01 des joueurs qui vont être très très à l'aise, on va dire, ou très Ouais, confortables. Mais effectivement, tu prends un joueur CSGO, un joueur League of Legends, c'est en moyenne 130, 140 000 euros par an. Donc là, on fait quand même d'accord. partie des fourchettes qui sont quand même très hautes, hein, pour les débutants, hein, pour les mecs Ouais. qui sont en première année, quoi. J'ai envie de te dire, parce que là, tu as les star players et ça peut aller jusqu'à du 1 million, 2 millions, 3 millions, quoi. Voilà. Non, mais c'est intéressant de le dire aussi, mais il y a derrière, on le rappelle aussi, Ah, il y a une vraie toute économie, hein. toute l'hygiène de vie et tout ce que ça implique derrière de préparation et de préparation de joueurs professionnels. Il y a eu des questions qui sont arrivées notamment sur comment vous recrutez les joueurs. Est-ce que vous vous fiez aux top mondiaux? Est-ce que vous allez sur les mecs qui streament? Comment ça recrute chez Vitality? Bon, en fait, c'est encore une fois la même difficulté. C'est-à-dire que tu prends de l'athlétisme, ben, c'est simple. Tu as des minima, tu as les poussins, les cadets, les championnats de France junior, les U17, tout ce que tu veux, etc. Et tu as des statistiques et tu as une courbe de progression sur les joueurs. C'est pareil un peu dans le foot. Donc c'est pareil un peu dans les sports co. Et ça n'existe pas aujourd'hui dans les sports. Parce que malheureusement, il n'y a pas ces catégories-là. C'est un tissu qui est très encore amateur semi-pro pour certains éditeurs, quand ils le soutiennent, parce qu'il y a des éditeurs qui soutiennent pas du tout l'amateur et le semi-pro, et c'est hyper difficile de recruter à ce moment-là. La 90% des modèles de recrutement, c'est des compétitions nationales ou internationales qui, je prends une connerie, mais ça va être une petite LAN en Suède ou une LAN en France qui va être la Lyon eSport, des choses comme ça. On va en fait regarder sur une liste de joueurs et regarder en fait les matchs dans le détail. Il y a aussi pas mal de ladders, c'est-à-dire que par exemple, si tu joues à League of Legends, qu'est-ce qu'on appelle le ladder? C'est en fait un système de classement. Les gens, quand ils jouent, en fait, ils sont classés en fonction de leur niveau. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui peut jouer à League of Legends, et si toi, tu commences à jouer en ranked, par exemple, c'est-à-dire des parties classées, tu vas jouer contre des gens de ton même niveau. Mais plus tu vas gagner, plus tu vas monter. Donc, Bien tu sûr. montes, entre guillemets, les échelons. Donc, tu vas commencer, tu vas être un bronze. Le bronze, c'est vraiment le tout en bas. Après, tu as Gold, Silver, c'est le deuxième échelon, Gold, jusqu'à Challenger. Et Challenger, c'est le Graal, c'est genre vraiment, tu fais partie des 90, 180 meilleurs joueurs d'Europe. Donc déjà, si on voit qu'il y a un gamin qui est en Challenger à ce moment-là, bah, ça, par exemple, là, ça c'est une évidence, c'est du pain béni pour nous. Donc là, tu vas dire, bah, lui, regarde, il a 17 ans, 16 ans, il est en Challenger, c'est-à-dire que déjà, il a quelque chose d'atypique, au-dessus de la norme. Donc là, c'est comme ça que tu vas commencer à te détecter. Après, quand tu regardes les catégories en dessous, tu regardes si les joueurs jouent plusieurs champions, si leur âge, leur expérience, si les mecs sont plutôt toxiques ou des choses comme ça, parce que la toxicité, c'est pareil, hein, l'attitude, la complicité, la communication, c'est des choses qu'on évalue. Donc tout ça, en fait, tu le jauges, tu l'écris, tu le rédiges, et après, derrière, tu les suis sur des compétitions, et tu vois déjà s'ils ont aussi des envies compétitives, quoi. C'est un mec qui est D'accord. challenger, mais qui fait pas du tout de compétition, t'as de fortes chances que le mec, ce soit pas son projet. Et Ouais. là, c'est à toi de voir si effectivement il y a quelque chose à voir. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait aussi des try-outs, c'est-à-dire des essais. C'est des essais libres finalement, et où on donne la chance à des inconnus de temps en temps de venir pendant les périodes de mercato et de faire des matchs contre nos pros, où on Ouais. mélange les équipes, où on fait des affrontements comme ça, et donc, du coup, c'est comme ça qu'on fait de la détection, quoi. Et après, D'accord. on a des scouts aussi. On a un scout au Portugal, on a un scout en Corée du Sud. On a des scouts dans certains pays clés qui font justement, qui regardent un peu le tissu associatif là-bas ou les détections, etc. Donc on a un en Asie et deux en Europe. Voilà. D'accord. Continuez à poser vos questions à Néo, hein, même s'il reste encore peu de temps, mais on a tellement de choses à évoquer qu'on a envie d'évoquer avec toi que voilà, continuez à poser vos questions. Aucune interaction avec le chat, c'est dommage. Si, justement, n'hésitez pas à poser vos questions puisqu'on les lit, on lit tout ce qui passe derrière. Moi, j'avais la question de savoir, il y a plein de jeux, vous êtes sur plein de jeux en fait chez Vitality, vous êtes sur Fortnite, Rocket League, Formula One, FIFA, Rainbow Six. Toi, c'est lequel ton préféré? Celui où tu prends, parce que toi, t'es devenu un professionnel, mais est-ce que quand tu joues pour le plaisir, c'est lequel qui te fait kiffer? Moi, c'est incontestablement League of Legends. Moi, c'est bizarre parce que c'est un jeu, parce que c'est plutôt lent. Tu vois, c'est un jeu d'échecs. Ouais. C'est-à-dire que Ouais, même si t'es rincé, tu peux toujours créer le surnombre ou tu peux toujours créer quelque chose sur la map, quoi. Là où, par exemple, sur CS:GO, je serais très très malheureux parce que c'est, tu vois, genre, c'est dingue. C'est un jeu très tactique aussi. Mais la vérité, c'est que c'est un jeu de headshot, quoi. C'est-à-dire, quelqu'un te tire dans la tête, c'est terminé, t'es mort. ouais, Donc, quand tu joues contre quelqu'un qui est vraiment très très fort sur CS:GO, tu ne le vois pas.
Vraiment, tu ne peux pas le voir. C'est très frustrant. Donc, je ne peux pas jouer à ce genre de jeu. Surtout que j'ai pas beaucoup de temps, malheureusement, pour jouer aux jeux vidéo, ce qui est assez paradoxal. Voilà, moi, ma petite gourmandise, on va dire, c'est League of Legends, parce que c'est un jeu qui est lent, qui peut être compensé. Il y a des jeux et des positions qui sont un peu plus passives. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est-à-dire que quand tu as une bonne compréhension tactique, tu peux toujours créer un surnombre. Ouais. Est-ce que tu penses que l'arrivée, enfin, je connais un peu ta réponse, mais forcément, l'arrivée de Twitch sur Internet, est-ce que c'est aussi ça qui a finalement démocratisé l'e-sport et se dire aussi que l'e-sport, ça se regardait? Je pense que Twitch, de toute manière, ça fait partie des réussites aussi qui contribuent à l'e-sport, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, Moi, je veux dire, Twitch, quand c'est arrivé, je me disais, mais pourquoi des gens vont regarder d'autres gens faire du jeu vidéo? C'est la première impression que j'ai eue. Après, j'ai discuté avec des gars, notamment des sportifs, et il y en a un qui m'a dit, mais toi, quand tu regardes du foot à la télé, c'est pareil. Et là, je me suis dit, mais évidemment, en fait, c'est la même chose. c'est la même chose. Après, ce qui est plutôt sain et plutôt cool dans l'e-sport, c'est limité dans le temps ce que je veux dire, mais attends, je vais tousser. Je préviens, pour ceux qui ont des casques. Ce qui est plutôt sain, c'est qu'en fait, dans le foot, aujourd'hui, c'est devenu, par exemple en France, c'est devenu une galère sans nom pour regarder du foot, quoi. Parce que entre beIN Sport, RMC, Canal+ et compagnie, putain, il faut débourser 70 balles par mois et tu sais jamais où c'est, quoi. Tu sais pas où est la Ligue des Champions, tu sais pas où est le truc, etc. Moi, aujourd'hui, je suis pas un consommateur de foot régulier parce que bon, je consomme à 98% de l'e-sport, quoi. Mais de temps en temps, c'est clair qu'un match de Ligue des Champions, ça me ferait kiffer, ou un top match en première ligue avec le top 4, j'ai envie de le voir, tu vois, et je suis incapable de trouver ça, quoi. C'est genre, je m'arrache les cheveux, quoi. La force de ça, c'est que l'e-sport, c'est très facilement, c'est hyper accessible, c'est dans la poche, c'est toujours regroupé sur la même plateforme. Quand c'est pas sur la même plateforme, bah, il y a toujours, c'est toujours bien linké, etc. Donc en fait, finalement, il y a ce côté où c'est très facile et très accessible, quoi. Après, maintenant, c'est gratuit. Ça, je pense qu'à terme, c'est une force et une faiblesse. C'est-à-dire que bah, nous, on n'a pas de revenus et de droits télé encore. Et c'est ça qui génère le plus d'argent dans le foot et dans le sport collectif de manière générale. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va arriver. Ça, c'est une croyance. C'est pas une annonce, quoi. C'est ma croyance que les revenus vont. Mais il faut qu'on s'habitue aussi au fait que bah, notre communauté a l'habitude de consommer ça dans sa poche, sur l'ordinateur, gratuitement. Et, euh, et voilà, donc, mais pour moi, Twitch aujourd'hui, ça fait partie effectivement de la bulle, quoi, de la bulle, je déteste ce mot-là, mais ça fait partie de cette culture internet. Le truc, c'est que si tu dis bulle, c'est qu'à un moment, ça explose. Ouais, mais après, Est-ce que tu penses que l'e-sport est dans une bulle? Que là, parce que là, il y a des montants faramineux qui sont arrivés. Je pense que certains modèles sont dans une bulle. Je pense que par exemple, tous les modèles de franchise Activision, que ce soit Overwatch et Call of Duty, ce sont des bulles. Et je pense qu'il y a des bulles dans la niche, mais qui est une niche qui est en train de devenir grand public. Mais je pense pas que l'e-sport est une bulle, non. Je pense que effectivement il y a une sorte de hype autour de l'écosystème qui fait qu'il y a énormément d'argent et de valorisation et de levée de fonds qui sont incroyables. Ça va forcément à un moment donné se péter un peu la gueule, comme dans tout, hein, et ça va vraiment assainir. Ça va vraiment. Salut Apex, je vois qu'il y a Apex, mes joueurs sur le chat. Et ça va vraiment assainir aussi la chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir des morts, mais c'est pour le meilleur, quoi. Donc moi je suis pas certain que c'est un truc qui va juste péter et ça va disparaître, quoi. Ça fait 20 ans qu'on est là, ça fait 20 ans que on dit qu'on est une bulle, ça fait 20 ans qu'il y a une croissance par an, qu'il y a de plus en plus de joueurs, il y a plus en plus de choses. Donc moi je pense que les gens qui disent qu'il y a une bulle, c'est juste ils en ont peur, quoi, c'est tout. Mais après je pense qu'il y a des modèles dans les sports qui sont des bulles. Typiquement les franchises Overwatch et Activision qui coûtent 20 millions chacune. Ça j'ai aucune croyance dans ce modèle-là parce que je comprends pas, quoi. Pour 20 millions, tu peux faire du Dota 2, du League of Legends, du Counter-Strike, qui sont des jeux tier 1 et sur lesquels tu peux générer du revenu, quoi. Fais un bisou à Apex, qui est sur le live, joueur de la Team Vitality. Je suis ravi, réveillé à 11h30, c'est parfait, ça, c'est un mec sérieux, ça. On a aussi découvert, avec ce confinement, on a aussi découvert l'e-sport à la télé. Enfin, je sais pas si tu as vu sur la chaîne L'équipe, on avait du cyclisme, Canal a diffusé aussi des matchs sur FIFA. Enfin, il y a aussi, est-ce que le confinement a profité aussi à cette façon de mater l'e-sport en France? Est-ce que ça a donné, je vais te donner le résultat d'un sondage après, mais est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé là?
Je pense qu'il y a un truc qui s'est passé dans le sens où Là, encore une fois, je te coupe, mais Roland Garros, il y aura pas cette année, enfin pas au mois de mai là, ouais, actuellement, mais ils vont faire un Roland Garros, tu vois. ouais, on le diffuse d'ailleurs. C'est nous qui le diffusons Et vous le sur Twitch. diffusez, oui, c'est pour ça que j'ai vu, c'est que vous le diffusez sur votre chaîne Twitch. Ouais, c'est cool. Moi, j'ai l'impression qu'il se passe vraiment un truc et que le confinement a accéléré le truc. Moi, bon, ça, Roland Garros, pour le coup, c'est des longues discussions qu'on a depuis un moment. Je pense qu'il y a aussi une réalité qui fait que les sports sont un peu plus vieillissants. Je sais plus qui avait dit ça, c'est un article de Yahoo Sport. Alors attention, mais c'était qui disait qu'aux États-Unis tous les jours il y a deux fans de baseball, quoi, un fan de baseball qui meurt et deux fans d'e-sport qui naissent, quoi. Et c'est un petit peu la vérité, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont un peu plus vieillissantes que d'autres. Et je pense qu'en vrai, il y a des belles synergies à faire, dans le sens où forcément on est concurrent sur plein de choses, hein, sur des partenaires, sur des droits, sur des choses comme ça. On va être de plus en plus des concurrents au sport traditionnel, mais sur d'autres choses, en fait, il y a des belles synergies à trouver. Et surtout, c'est une façon de rajeunir l'audience pour la plupart des sports, parce que euh, en fait, nous, nos valeurs dans les sports, c'est comment aussi on conserve les gamins qui nous regardent à faire de l'activité physique. Nous, on est là justement pour aussi avoir ces valeurs. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand même, on a des discussions avec le gouvernement et le ministère des Sports, c'est parce que nous, dans les sports aujourd'hui, l'activité physique, il faut que ça soit essentiel et ça fasse partie des piliers de ça. Donc aujourd'hui, médiatiser des sports trad qui sont certes des concurrents en termes de partenariat de sport, etc., ça, c'est des choses qui sont possibles et envisageables. Après, sur ta question sur est-ce que tu penses qu'il y a un déclic sur la télé, il y avait déjà des émissions par le passé. L'équipe 21 avait déjà fait un tournoi FIFA il y a 3 années, 3 ans de Après, ça. il y a Bein Sport aussi, mais Ouais, ouais. Ça avait été des beaux succès à l'époque. Je pense qu'il y avait déjà une connaissance de ça. Je pense que la télé n'est pas prête à diffuser encore de l'e-sport, du vrai e-sport, parce que j'entends simulation de jeu et vrai e-sport. C'est-à-dire que par exemple un Counter-Strike, un Counter-Strike pour des raisons logiques, c'est-à-dire que ça reste quand même du terrorisme contre antiterroriste. Donc si tu as des diffusions, c'est des diffusions qui seraient tard le soir, donc forcément qui ne seraient pas forcément non plus hyper ciblées, et ça serait pas du direct parce que les compétitions généralement se jouent, tu vois, à 14h, 16h. ouais. Mais par exemple sur League of Legends, c'est impossible de diffuser League of Legends à Canal+, sur Canal+, c'est impossible, c'est incompréhensible. Moi la première fois que j'ai regardé League of Legends, c'était des purées de pixels, des mecs qui tapaient un dragon, je comprenais rien. Par Ouais. contre, j'ai fait le tutoriel du jeu, ça m'a pris 10 minutes, et là d'un coup je comprenais. C'est ça qui a la force des jeux vidéo, c'est que ça demande quand même, un effort en fait. Et sur ce type de jeu, c'est-à-dire que bah, tu fais une partie, déjà tu as compris 50% du jeu. Ouais. Et ça c'est assez incroyable. Et je pense que c'est pour ça que la télé a réalisé quelque chose pendant le confinement, c'est que les simulations de sport, bah, c'est du contenu, c'est des valeurs communes avec le sport, c'est des sensations communes, c'est un truc, parce que bon, FIFA, tu vois, genre, t'as plus de 6-5 que t'en aurais jamais dans le foot trad. Mais je pense que la télé a conscience que la simulation de sport est consommable par le grand public. Euh, alors que, voilà, que tout le reste non, quoi. Ouais. Euh, On va te laisser, il est déjà 33. Juste une dernière question pour terminer. C'est quoi la suite donc du coup pour Vitality? Moi j'ai lu par exemple que Rewind, le fonds d'investissement qui a mis de l'argent chez Vitality, veut faire de vous la première team à 1 milliard d'euros. Donc on a l'impression aussi que là-dessus chez Vitality il se passe un truc. Donc c'est quoi? Vous avez ouvert, tu l'as dit, au centre de rue Sébastopol à Paris, un lieu, où on peut venir aussi, voilà, vous voir et jouer et prendre un verre. Donc voilà, c'est quoi les prochaines échéances sportives pour Vitality et dans le business? Alors, sportif, il y en a absolument tout le temps. Pour ceux qui sont curieux, bah, justement, allez voir nos réseaux sociaux. Forcément, c'est là où vous pouvez suivre 90% de nos activités. Actuellement, là, on est au cœur de la DreamHack. Il y a Apex dans le chat, donc c'est l'occasion de leur dire félicitations parce que on a mal commencé la DreamHack, qui est une sorte de jeu, tournoi tiers. Hein. C'est pas on va dire, c'est une sorte d'ATP ATP 1000 quoi, au tennis quoi. Donc, C'est ça dans l'e-sport aussi, c'est qu'on se dit qu'il y a une galaxie de compétitions qui fait que ça, tu vois, c'est un peu dilué dans un peu tout, on sait plus trop. bah, c'est compliqué en fait, c'est-à-dire vraiment si tu ne comprends pas ou si tu fais pas l'effort d'être en immersion, c'est une galère sans nom parce que même la Voilà. gueule des tableaux, tu vois, genre nous on a des losers et des winner brackets, c'est-à-dire en gros c'est comme au judo, tu sais, tu as une sorte de repêchage si tu perds, donc tu as un autre tableau, mais tu peux quand même jouer le titre même si tu as tout perdu, si tu as perdu un match. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont très complexes.
Après, quand on fait un minimum d'efforts, bah, c'est vrai que ça devient très lisible et compréhensible. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur certains jeux, par exemple, sur League of Legends, c'est un système de championnat, tu as 2 splits par saison. Donc c'est comme si tu avais le début de saison, la trêve hivernale et la deuxième partie de saison. Il y a t'es couronné potentiellement 2 fois champion d'Europe dans la saison, et tu as le rendez-vous de fin d'année qui est les World Championships, et c'est ça qui génère le plus de visibilité. Sauf que les Worlds, c'est pas les équipes nationales, c'est les clubs en fait, c'est l'équivalent de la Super Ligue des Champions, quoi. Et c'est les 3 meilleurs de chaque région qui s'affrontent, et ça c'est des audiences records proches de certaines matchs de playoffs en NBA, etc. Et c'est une des meilleures compétitions. Donc ça c'est League of Legends. Sur CSGO, c'est la même chose finalement que le tennis. C'est-à-dire qu'en gros, tu as plein d'ATP, tu as plein de tournois d'ATP 1000, tu as un master et tu as des grands chelems. Nous, on n'a pas 4 grands chelems par an, on en a généralement 2. Cette année, avec le Covid, on en a qu'un seul, qui sera à Rio en novembre. Et en fait, en gros, t'as des immanquables, quoi. C'est-à-dire que de temps en temps, t'as des petits tournois comme ça où il y a pas mal d'argent, des choses comme ça, tu le fais pour la préparation, arriver au pic de performance. Et après, tu sélectionnes ton planning, et ça, c'est à peu près 30 semaines dans l'année de déplacement pour les joueurs. Donc, ça fait à peu près 25 tournois. Donc, c'est énorme quand même, hein. 25 tournois de une semaine. Donc, c'est proche du tennis, là, pour le coup. Et là, tu choisis tes choses. Donc là, actuellement, on est dans la DreamHack Master, qui est une sorte de soit de master, soit d'ATP 1000, mais genre plus, c'est comme si c'était Madrid ou Monte Carlo, quoi. C'est vraiment un truc ou Rome, tu vois, genre vraiment un truc très prestigieux, quoi. Et on a pour l'instant on a 2 victoires assez écrasantes pour une défaite, et on a perdu un peu tout seul, donc un peu dégoûté. Mais là on est plutôt bien dans la compétition, on est qualifié pour les playoffs sur CSGO, donc sur Counter Strike. Donc là ça va continuer, ça c'est les compétitions court terme, on va dire. Sur le long terme, bah, il va avoir effectivement l'objectif de se qualifier au Major. Pareil sur League of Legends qui va reprendre dans 3 semaines le championnat. C'est un système de championnat, là, c'est pas un tournoi, c'est on joue 2 fois par semaine, le vendredi et le samedi. Donc là, par exemple, il y a des clubs de foot comme Schalke 04, d'autres équipes très très fortes, et on joue 2 fois par Oui, il y semaine. a ça aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a les clubs de sport traditionnels, les clubs de foot traditionnels qui se mettent à aussi avoir leur section e-sport, quoi. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre live, mais voilà, il y a aussi ça, quoi. Voilà, non, ça c'est sûr. Donc ça, tu as le système de championnat qui va prendre 3 semaines. Et après, d'un point de vue business, forcément, c'est de sortir la gueule de la crise, hein. Je pense que ça, on est tous on est tous raccord, parce que l'air de rien, même si l'e-sport a continué de tourner, on est tous impactés dans les revenus, dans tout ce que ça. Donc je pense que déjà on a un gros enjeu, c'est relancer la machine et l'économie vis-à-vis de l'industrie. Et après, forcément, on a envie de faire des choses. Moi, ce qui me tient à cœur le plus, c'est la création d'un centre de formation que j'aimerais qu'il voit le jour d'ici 2021. Et ça va faire partie des grands axes. Parce que si on veut être un grand club et qu'on veut être sain et sur la durée, il faut qu'on ait les meilleures infrastructures et le meilleur des centres de formation. Donc ça fait partie des gros axes de développement pour cette année. Donc un appel aux jeunes joueurs qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de devenir joueurs professionnels. Voilà, il y aura un centre de formation Vitality l'année prochaine, ce sera peut-être l'occasion. Voilà. Et peut-être... J'espère qu'on en reparlera. Un dernier mot pour terminer, le mercato, parce que comme au foot et comme dans tous les autres sports, il y a aussi des mouvements de joueurs entre les différentes teams. Voilà, il y a justement un message. Néo, t'as pas parlé du prodige Ziwoo, c'est sur CS:GO. C'est quoi les mouvements chez la team Vitality là? Sur le mercato, là le mercato, on est en mercato sur le jeu Rainbow Six. Voilà, si tu veux. Donc là, on étudie des possibilités, voilà, sur Rainbow Six. Sur le reste, c'est-à-dire CS:GO, League of Legends, on a conclu notre mercato. On a eu une fenêtre de 4 semaines à peu près de transfert, où on a recruté un jeune joueur grec qui s'appelle Labrov, qui est un des plus gros espoirs de la scène. Et après, sur CSGO, pas de mercato. Au contraire, la stabilité. Généralement, le mercato sur CSGO, c'est après les majors, soit parce que tu t'es pété la gueule, ou soit parce que t'es pas trop satisfait, quoi. Mais là, pour l'instant, l'équipe progresse et monte en force, donc je suis content pour eux et content de leur combativité. Mais après, sur les autres jeux, il n'y a pas vraiment de mercato. Rainbow Six, c'est le plus gros chantier, j'ai envie de te dire, actuellement. Ouais. Est-ce qu'il y a des nouveaux jeux sur lesquels vous arriverez peut-être bientôt? C'est pas prévu, au contraire, on essaie de réduire un peu la voilure parce que on essaie de se concentrer justement sur les jeux qu'on a déjà, qui sont à mon sens les meilleurs choix dans l'écosystème e-sport actuel.
Donc voilà. Donc là, le but, c'est au contraire de donner un peu plus de ressources à nos équipes pour qu'elles progressent, plutôt que dépenser de l'argent sur autre chose. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup Néo d'avoir été avec nous. Move Radio, Hip Hop Nation.